Bienvenue tout le monde à ce nouvel instant historique sur les phénix, qui brûlent d'un feu aussi intense que celui qu'il y a dans mon dos en ce moment. Un oiseau majestueux, un oiseau qui a une symbolique tout à fait particulière, une symbolique très positive, une symbolique de force, de courage, de renaissance, de renouveau et de persévérance. Tel est cet oiseau qui garnit en fait notre imagination et plusieurs de nos textes documentés à travers l'histoire. Où est-ce qu'on a entendu parler la première fois du phénix, me direz-vous? On en a entendu parler non pas dans Harry Potter, non pas dans le jeu vidéo Phoenix Wright, non pas dans n'importe quel autre jeu qui contient le mot Phoenix que vous pourriez penser, pas dans Final Fantasy, mais c'est là, on voit à travers tous ces exemples populaires-là que le Phoenix est justement très populaire dans la culture. Non pas non plus dans X-Men. En fait, le premier à en avoir parlé, c'était l'historien grec Hérodote. Hérodote, en fait, et Hésiode, qui sont vraiment les deux érudits, historiens, philosophes. Bref, les gens avaient plusieurs disciplines à l'époque en même temps, d'où la notion d'érudit à l'époque. En fait, c'était Hésiode et Hérodote qui en ont parlé les premiers, qui ont mentionné justement le phénix comme étant un grand oiseau majestueux, comme étant un oiseau d'une couleur rougeâtre, justement, qui ressemblait apparemment à une sorte de faisan ou sinon au bénu égyptien. En fait, cet oiseau-là, les Grecs en ont parlé effectivement, mais c'est une légende qui nous est venue des pays asiatiques. Et avec les voyages et les routes commerciales, ça s'est rendu justement jusqu'en Afrique du Nord, notamment en Égypte. Il y avait le Bénu, là, justement, qui signifiait le renouveau, qui était très proche, justement, du soleil, du cycle de la vie. Et cet oiseau-là, en fait, tranquillement pas vite, a fait son chemin jusqu'au mythe du phénix qui a été rapporté par les historiens grecs. Par la suite, le phénix a été vraiment l'objet de contes, de mythes et légendes et de racontars, en fait, de bouche à oreille. S'en est suivi, en fait, la construction d'un oiseau enflammé qui ressemble à une espèce de gros faisan ou, comme je le disais, au bénu égyptien. Un oiseau, en fait, qui symbolise la force, qui symbolise le courage, qui symbolise la renaissance et qui symbolise, en fait, la persévérance parce que c'est un oiseau, en fait, qui vit 500 ans. C'est un oiseau qui vit extrêmement longtemps et lorsqu'il sent qu'il est en fin de vie, le phénix va vraiment se mettre en mode retraite progressive jusqu'à la mort. C'est même quasiment une phase un peu dépressive de la part des phénix, en fait, d'arriver et vraiment de se préparer à la mort, en fait. Ils vont savoir que la fin approche. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bâtir un nid. Et dans ce nid-là, ils vont mettre différents ingrédients comme de la myrrhe, par exemple, de la cannelle et différents ingrédients comme ça. Dans ce mix de charbon, de myrrhe et de cannelle, finalement, ils vont répandre leurs cendres. De leurs cendres va se rallumer un brasier et le phénix va renaître de ses cendres et va vivre pour un autre 500 ans. Donc à ce moment-là, c'est vraiment ce cycle renouveau de la vie que va incarner le phénix. Et justement, il va incarner la persévérance de malgré la fin qui approche, on s'y prépare, on s'y attend, mais la fin n'est que le début de quelque chose de nouveau. Ça nous donne un peu une espèce de leçon de vie aussi à travers ça. Le phénix a fait l'objet de nombreuses légendes, entre autres, puis il y en a une que je voulais vous raconter justement pour cette chronique. C'était la légende d'un empereur romain. J'ai oublié le nom malheureusement, là, mais c'était un jeune empereur romain dans la vingtaine qui, justement, voulait devenir immortel. Et il avait entendu parler comme quoi, si on mangeait un phénix, apparemment, les propriétés du phénix étaient reconnues pour amener l'immortalité. Donc là, il a ordonné à ses gardes de parcourir la terre et de lui ramener un phénix, de l'apprêter, de le tuer, de l'apprêter et de le servir en repas. Mais là, les gardes, évidemment, ils voyaient un peu la lubie un peu folle de cet empereur-là, de dire, ben là, on ne trouvera jamais de phénix, ça, c'est un oiseau qui n'existe pas, là. Commande, les gars. Et là, ce qu'ils ont fait à la place, c'est qu'ils lui ont donné un oiseau à peu près similaire, je me rappelle plus quel type, par contre. Puis ils ont fait croire que c'était un phénix bien après, bien cuit et apprêté. Et là, il a dévoré le phénix, et ironiquement, un an ou deux après, l'empereur est malheureusement décédé. Démentant ainsi le fait que si on mange un phénix, on devient immortel. Eh non, c'est pas vrai. Faites pas ça si jamais vous croisez un phénix. Tuez-le pas, laissez-le vivre dans la nature. C'est bien gentil, bien intelligent comme oiseau. Et à travers le Moyen Âge, cette imagerie-là est restée en fait. Il y a plusieurs exemples d'iconographie où on montre que le phénix, en fait, justement, symbolise un peu cette renaissance-là dans les flammes, dans les cendres, dans la myrrhe et la cannelle. Toute cette préparation-là, en fait, qui sert un peu au renouveau du phénix. Pourquoi la documentation ne le précise pas vraiment, du moins moi, j'en ai pas trouvé. Ça symbolise un peu ça aussi à travers le Moyen Âge. Les chrétiens, même les moines chrétiens, les incluent dans les bestiaires. À l'époque, au Moyen Âge, on avait souvent tendance à faire des bestiaires d'animaux, et le phénix est un de ces animaux-là, où justement, on les inclut dans un bestiaire et on les symbolise comme étant un animal qui incarne un peu toutes les valeurs que j'ai dit précédemment dans la chronique. Et cet animal-là, finalement, à force d'être aussi fort et présent dans l'Antiquité, dans le Moyen Âge, la documentation qui nous est restée de ces périodes-là a traversé les temps. Et avec les auteurs des univers de fantasy, ils ont cherché des inspirations, hein, j'arrête pas de le dire souvent. Tout ce qui part de l'univers fantastique, la source, c'est l'histoire et la mythologie. La source de base.
Donc, évidemment, le Phénix n'a pas échappé au cas. Le Phénix, on le voit souvent dans justement les X-Men, on le voit dans des produits comme Final Fantasy, on le voit dans Harry Potter également, notamment un livre qui est dédié qui s'appelle Harry Potter et l'Ordre du Phénix, dont il y a beaucoup de mimes de commandes de burgers et de frites, entre autres, l'Ordre du Phénix, Order of the Phoenix. He ordered burgers and fries. Hunger Games également, qu'on me dit dans le chat, parce que oui, on est présentement en live sur Twitch. Effectivement, Hunger Games également a beaucoup le Phénix dans ses inspirations. Fait que bref, on a plein d'exemples de la littérature, on a plein d'exemples de produits d'univers fantastique qui exploitent cet animal-là. Alors rappelez-vous, la leçon que vous donne le Phénix, c'est que si vous le voulez, vous pouvez incarner un symbole de courage, vous pouvez incarner un symbole de force et de persévérance, et que malgré le fait que vous êtes un jour destiné à mourir ou malgré le fait que vous vivez des difficultés, ben, il faut quand même vivre la vie pleinement, se préparer à l'éventualité qu'à un moment donné, toute chose a une fin, mais la fin n'est que le renouveau de quelque chose et il faut persévérer afin de briller de mille flammes, tel un phénix. Il y a plein de symboles dans le monde qu'on considère comme étant des symboles négatifs. On n'a qu'à penser à la croix gammée, hein, la fameuse croix qui arborait justement le régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. On n'a qu'à penser à certaines runes vikings également qui étaient utilisées par des régiments nazis, des régiments SS en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale également. Et on peut même penser aussi à la croix celtique, qui est souvent reprise aujourd'hui par des mouvements néo-nazis pour représenter leurs idéaux extrêmes. Mais est-ce que ces symboles-là proviennent réellement de ces régimes-là? Est-ce qu'ils n'ont pas puisé leurs sources ailleurs? En fait, la réponse est oui. Ces symboles-là provenaient de bien avant le régime nazi, de bien avant tous les mouvements d'extrême droite, en fait, dont le but, en fait, est de stigmatiser les personnes de couleur, les personnes de d'autres ethnies, en fait, que l'ethnie majoritaire, on va dire, dans un pays donné. Dans ce cas-ci, c'était surtout justement les Blancs. Donc, la fameuse race aryenne, là, justement, dont parlait Hitler, dont d'ailleurs dans la description lui-même faisait pas partie. C'est fou des fois les incohérences dans les mouvements d'extrême droite. Hein? Mais bref, tout ça pour dire que ben, ces symboles-là, en fait, dataient de bien avant. Ils datent souvent justement des anciennes civilisations qui vénéraient justement des panthéons polythéistes. Polythéiste, ça veut dire à plusieurs dieux. Poly pour plusieurs, théistes pour le divin. Et donc, ben, on pense entre autres aux Celtes, on pense entre autres aux Gaulois. Ben, ouais, les Gaulois, c'est des Celtes en fait, là, mais bon, en tout cas. Puis aussi, eh ben, c'est ça, les Celtes, les populations scandinaves, les différentes populations en fait à travers le monde. Beaucoup de populations également des steppes mongoles, les Chinois justement là, du côté de la Chine, les Han du Nord autant que les populations du Sud, parce que oui, la Chine est assez multiculturelle en fait, beaucoup plus qu'on le pense. Et ben, justement, la svastika provient un peu de toutes ces civilisations-là. On la retrouve en Inde, on la retrouve dans les régions de la Chine, on la retrouve également dans les régions scandinaves. En fait, la svastika, c'est pas compliqué, c'est un symbole qui symbolise le cycle de la vie et qui symbolise le soleil qui tourne. En fait, le soleil et la lune qui alternent. Ça représente le cycle des journées, ça représente le cycle de la vie. Et selon le côté où on la tourne, la svastika, que ce soit vers la gauche ou vers la droite, ben, elle va représenter soit justement la destruction du monde pour le renouveau d'un nouveau monde, ou elle va représenter simplement le cycle et la préservation de la vie. Donc, en soi, c'est des valeurs justement qui, on s'entend, c'est de base pour toutes les civilisations. Et la croix celtique, si vous replacez un peu à quoi elle ressemble, justement, c'est vraiment une croix avec une espèce de cercle en plein milieu, justement, qui est très symbolique, entre autres, de l'Irlande et de l'Écosse. Ben, en fait, c'est des symboles qui sont très apparentés à la svastika, selon ce que j'ai pu voir dans mes recherches. Si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et rectifier mon information. Hein, je prétends pas avoir la science infuse non plus. Donc, je peux me tromper, ça m'arrive aussi. Hein, je suis un être humain comme tout le monde. Mais il me semble en tout cas que j'avais vu dans mes recherches que ça symbolisait aussi d'une autre façon, mais pour les Celtes, le cycle de la vie et la roue qui tourne, en fait. Donc, c'est des symboles, en fait, qui ont été pris souvent à travers l'histoire dans les différentes religions du monde, dans les différentes cultures du monde, et c'est vraiment un des nombreux points communs qu'on peut trouver dans les cultures et les religions du monde. Et ces symboles-là, évidemment, ben, pour justifier la thèse qu'arboraient justement les nazis et tous les mouvements d'extrême droite, ben, eux, ils s'appuyaient sur une théorie raciale comme quoi il y avait un peuple supérieur parmi les autres et que c'était un peu le peuple élu, là, justement, du monde qui devait fédérer tous les autres et même être supérieur à tous ces peuples-là. Et pour supporter leur théorie, ben, entre autres, si on prend le régime nazi en exemple, ils avaient littéralement des départements complets et des équipes complètes de scientifiques, historiens, archéologues, que leur but, c'était littéralement de prendre les référents des trouvailles archéologiques, les référents historiques, pour après ça aller carrément les caler dans leur thèse, justement, et refaire carrément cette histoire-là. Donc, de dire que finalement, on a découvert ces éléments-là, ça symbolisait la suprématie aryenne, etc., etc. Et donc, pour justifier le fait que ben, nous sommes le peuple élu et nous avons le droit d'être supérieurs aux autres.
Et là, malheureusement, avec tout l'impact et la portée, justement, politique, sociale et historique qu'ont eu ces événements-là, ben, évidemment, chaque fois qu'on voit une svastika, chaque fois qu'on voit une roue solaire, chaque fois qu'on voit même une croix celtique dans certains cas, on va souvent l'associer à des mouvements d'extrême. Mais il faut quand même remettre ça en contexte et se rappeler que ces symboles-là, en réalité, ils sont plus que millénaires et ils signifient bien plus que ce que les mouvements d'extrême droite veulent leur donner comme fausse signification. Alors voilà, merci, j'espère que ça vous aura plu et dites-moi vos avis, vos opinions dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Diablement Historique. Si vous souhaitez en savoir plus et avoir un peu plus de contenu, vous pouvez me suivre sur twitch.tv/hell-frank et également écouter mes autres épisodes de podcast sur Balado Québec et Spotify.